aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses vu que ce sera une vidéo de séance commentée. Donc on va s'axer sur des petites idées de séances très originales, de séances estivales, on va avoir beaucoup de séances aquatiques et des petites idées de nouveaux jeux d'éveil, notamment grâce à la contribution de Hélène, qui vous savez a déjà fait beaucoup de choses pour cette chaîne, notamment le générique, beaucoup de graphismes, etc. Et là, elle nous a envoyé un magnifique colis surprise avec des petits jeux pour Caresse et Abantos, et donc vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Également dans cette vidéo, on va parler d'une très belle réussite d'Abantos qui progresse énormément en dressage et qui commence quelques pas en haute école, ou du moins qui revient en haute école avec une autre méthode pour aborder ces exercices. Et donc voilà, on verra qu'on a obtenu un début de piaffer avec Abantos, ça ce sera en fin de vidéo. Je ne fais pas une vidéo spécifique là-dessus parce que de nouveau je ne suis pas experte en dressage. Comme je le dirai en fin de vidéo, j'ai vraiment obtenu ce mouvement-là par vraiment la communication avec le corps, avec le mental du cheval. On a vraiment dialogué pour obtenir ça. Donc je ne pourrais forcément pas vous parler comme un grand maître de dressage qui vous donnera peut-être des codes beaucoup plus précis. Voilà, donc je vous donnerai ma façon de voir les choses, ma façon de procéder, mais qui n'est sûrement pas le courant traditionnel. On commence tranquillement avec une petite séance avec Caresse en liberté. Beaucoup de communication à distance sur cette séance, et cette séance vraiment a été très sympathique parce que j'ai basé tous mes exercices sur les propositions de Caresse. Et donc on est parti sur des slaloms de dos et en rappel. Toujours l'idée, c'est de penser pour que l'exercice fasse sens pour le cheval. Il faut toujours se dire comment je peux visualiser ça pour que le cheval puisse comprendre cette image que je lui envoie. Et quand on a un cheval qui comprend plus, qui commence à se renfermer, qui n'est plus dans la réponse, tout de suite il faut enlever la pression. La pression, ça peut être quoi? Ça peut être la demande, mais ça peut aussi être notre présence. Arrêter de le regarder. S'éloigner de quelques pas. Redécontracter et ensuite redemander. Mais très important, quand on sent que ça ne va plus, de s'écarter. Et ça, je ne vous le redirai jamais assez. Dès qu'on a un non, sous quelque forme que ce soit une défense passive ou active, un cheval qui se renferme, c'est une forme de non aussi. Il faut alors enlever notre présence et reproposer autrement. Au final, dans les exercices, je trouve qu'on décompose beaucoup plus pour l'humain que pour le cheval. Je me suis rendu compte, notamment en donnant mes cours, chaque demande doit être vécue à fond comme un jeu. C'est vraiment l'humain qui doit décomposer chacun de ses petits gestes, chacun de ses petites idées, de ses petites demandes, pour pouvoir les transmettre au cheval avec chaque fois la motivation nécessaire. C'est vrai que le cortex préfrontal est beaucoup plus développé chez l'humain que chez le cheval. Le cheval a bien un cortex préfrontal, les liaisons sont simplement moins développées que chez l'humain. Mais, de nouveau, si on travaille dans le bon sens, que le cheval n'est pas dans le stress, on peut développer ces connexions. Notre cerveau, de notre côté humain, il analyse 100 choses par seconde sans qu'on s'en rende compte. Tout se traite au niveau inconscient, et du coup c'est pour ça que ça donne des gestes parasites, des positions parasites, parce qu'on ne se rend pas compte en fait de tout ce que traite notre cerveau et de tout ce que ça traduit du coup au niveau de notre corps. Donc en fait l'idée quand on travaille avec le cheval, c'est vraiment de se dire notre cerveau est notre ennemi en fait. Il faut essayer d'arriver à capturer tout ce que notre cerveau voit passer et traite au niveau inconscient, à le faire passer au niveau conscient, pour pouvoir apporter justement des réponses conscientes, des gestes conscients, être conscient aussi de nos émotions, de ce qu'on vit, et pour pouvoir être pleinement maître de ses émotions et de son corps, pour être du coup complètement clair et transparent pour le cheval. Le cheval est énormément parasité au final par toute notre partie inconsciente qui fait plein de choses tout seul, et pour le cheval on a vraiment l'air d'un pantin complètement désorganisé. Et donc ça, je m'en suis rendu compte, notamment quand je travaillais avec cette jument qui ne se laissait plus approcher au pré. Je me suis rendu compte de l'importance pour pouvoir dialoguer avec le cheval d'être en pleine conscience du début à la fin. Chaque code doit faire sens pour le cheval, donc on doit savoir à chaque fois pourquoi on demande chaque chose de telle façon. Un bête exemple, on nous dit toujours, quand on est débutant, on apprend le galop, recule la jambe pour ton départ au galop, ok, on n'explique jamais pourquoi, on n'appelle jamais que la jambe appelle le postérieur, on n'explique jamais comment se passe l'équilibre au galop, on explique souvent pas, voire trop tard, qu'il faut penser également au galop à l'épaule interne, à soutenir cette épaule pour que le cheval ne tombe pas sur son épaule interne dans son départ, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Il faut savoir pourquoi on fait les gestes, pourquoi on va lever la main intérieure, et c'est pour soutenir l'épaule. Pourquoi on va reculer la jambe extérieure, il y a une raison aussi. Et à pied c'est pareil. À pied, il vous faut dire que chaque geste, il doit y avoir une raison derrière. Pourquoi tu lèves cette main-là? Pourquoi tu fais ce geste? Pourquoi tu montes ton énergie?
Et à nouveau, quand on est à pied comme ça, on se dit « Oui, mais j'ai ma longe, je le tiens avec ma longe, etc. » La longe ne suffit pas. Souvent, les gens, ils tirent leur cheval, qui suit comme un petit chien derrière, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de regard. Un cheval qui suit en regardant ailleurs est complètement passif, il se laisse traîner, il n'est pas en conscience, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Avec un cheval qu'on traîne comme ça en longe partout, c'est un cheval qui n'apprend rien. Vous pouvez le faire passer 10 fois sur une bâche, tout à coup il passera plus. Il passera plus parce qu'il n'a jamais fait ça en conscience et un jour il va se dire « Oh mince, il y a une bâche là !» Tout compte fait, non, je veux plus passer. Et donc très important, quoi que vous fassiez, soyez connecté avec votre cheval. Même avant encore que lui soit connecté à vous. Il faut que vous soyez complètement connecté à lui, complètement branché à lui, pour aussi, lui de son côté, lui donner envie de se brancher à vous et de vous rendre ce regard. Et pareil, simplement marcher en longe avec son cheval, ne perdez pas la connexion à ce moment-là en vous disant c'est évident, il marche à côté de moi et puis c'est bon, je le fais marcher à côté de moi. Non, soyez pleinement dans ce que vous faites avec lui. Regardez-le, parlez-lui, dites-lui voilà qu'il est bien, il est calme, il est avec vous, il est en harmonie avec vous. Récompensez ces petites choses qui sont au final énormes, il n'y a pas de raison que votre cheval spécialement il marche à votre rythme, calme, etc. S'il le fait, récompensez-le, dites-lui qu'il est dans le bon. À force de prendre les choses pour acquis, on finit par ne plus rien avoir au bout du compte. Pensez à être connecté tout le temps. Soyez le premier à vous connecter. Et donc là, voilà, comme vous l'avez vu dans ces exercices à distance, on a eu de très très belles choses. J'avais commencé par un rappel guidé de dos, parce que je sais que Caresse aime beaucoup aller à distance. Il y avait une fête dans les champs juste derrière la piste, donc c'était vraiment pas facile de se connecter, et je trouve qu'elle a vraiment fait de beaux efforts pour rester avec moi malgré ça. Et puis au final, c'est elle qui m'a proposé de revenir en rappel en reproduisant de nouveau ce slalom, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai adapté un petit peu le dispositif au milieu. Ensuite, on en vient tout de suite à la séance avec les fameux jeux d'éveil que Hélène nous a envoyés par colis. Je vous mets ici un petit aperçu du très beau colis que nous avons reçu. Merci encore beaucoup Hélène. Comme vous le voyez, voilà, ce sont des dominos. Souvenez-vous, on avait fait le jeu il y a quelques mois déjà où Caresse poussait des mousses les uns derrière les autres qui tombaient en chaîne comme des dominos. Et du coup, voilà, Hélène nous a fabriqué un jeu vraiment en dur cette fois, avec des vrais dominos. Et en plus, voilà, c'est l'emblème de la chaîne. C'est vraiment notre marque de fabrique, donc c'est à la fois un jeu d'éveil, mais aussi un élément de décor. Donc vous serez vraiment amené à le voir dans plein de vidéos à partir de maintenant. On l'utilise en décoration toute simple, en jeu d'éveil, et aussi carrément en sous-bassement, sous les obstacles, c'est super chouette aussi. Donc voilà, c'est vraiment un superbe cadeau, merci encore. Et si ça vous tente, ce que je peux vous proposer, vu que le domino c'est quand même l'emblème de la chaîne, à chaque vidéo, je peux essayer de cacher un domino dans certaines séquences vidéo ou dans une séquence vidéo, et le but, ce sera à chaque fois que vous me dites en commentaire est-ce que vous avez réussi à trouver le domino caché? Voilà, je me dis que ça peut rajouter un petit peu de fun éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous tente, je ferai ça dans les vidéos à venir. Et évidemment, si je le fais, je vous l'annoncerai en début de vidéo. Comme ça, vous savez s'il y a un domino à chercher ou pas. Donc voilà, encore une fois, longue vie au projet domino qui prend forme de plus en plus. Maintenant, on a carrément un sac à notre effigie, des jeux d'éveil à notre effigie. Voilà, je trouve ça vraiment fantastique, la tournure que tout cela prend. Donc voilà, forcément, Caresse et Avantos ont découvert les dominos. Petite appréhension pour Caresse au début parce que quand il tombe, ça fait plus de bruit que les mousses. Donc elle s'est dit oulala, qu'est-ce que c'est que ces choses. Mais une fois la première appréhension passée, il ne s'arrêtait plus. Caresse, carrément, j'avais du mal à remettre les dominos avant qu'elle revienne tellement elle était pressée. De nouveau, voilà, on est dans le jeu. Clairement, si je lui dis stop, arrête-toi, elle est capable d'attendre, mais j'avais pas envie de gâcher cette belle motivation. De nouveau, elle me mettait pas du tout en risque, il n'y avait pas de problème de sécurité, donc voilà, je laisse sa joie s'exprimer un petit peu, mais clairement oui, si je lui dis d'attendre, elle est tout à fait capable d'attendre, mais voilà, j'aime aussi quand elle est comme ça dans cette motivation, qu'elle a envie de revenir sur l'exercice. Faut pas tout le temps être non plus trop carré, c'est important d'avoir des codes clairs, d'avoir des demandes claires. Quand on demande d'attendre, il faut attendre, il faut pas que le cheval dise oh bah non, je fais ce que je veux, ça oui. Par contre, voilà, ne soyez pas non plus trop carré. Quand on est dans le jeu, on peut comme ça être un petit peu plus coulant, tant qu'on reste évidemment dans la sécurité.
Ensuite, on passe, bah voilà, je vous avais parlé de séances aquatiques, et bah on y vient tout de suite, comme il a fait très chaud tout cet été, bah voilà, je pense que ça peut donner des idées à certains. Donc on commence tout de suite avec notre piscine, en fait, qui est un tapis avec des jets d'eau. Alors, normalement, c'était censé donner des grands jets d'eau autour de 1 mètre de hauteur, voire même un petit peu plus. Et ça n'a rien donné du tout, pourtant il me semble que j'avais quand même un débit qui n'était pas complètement nul au niveau de mon tuyau d'arrosage. Maintenant c'est vrai que la piste était très très loin du robinet, et il fallait monter un petit peu avec le tuyau pour aller jusqu'à la piste, donc clairement on perdait un petit peu de débit. Mais voilà, en fait ça n'a pas fait de jet du tout, donc ce que j'ai fait, c'est que dans une seconde partie de la séance, j'ai été rechercher un tuyau percé de plein de petits trous qui lui fait vraiment des super jets et que j'ai placé en hauteur, et du coup bah voilà, au lieu d'avoir des jets qui venaient du bas, on avait des jets qui venaient du haut et sur le côté. Donc voilà, j'avais mis ce tuyau en encadrement sur des chandeliers et au final ça marchait super bien, et comme vous allez le voir, voilà, on a pu vraiment s'amuser et se rafraîchir. Donc voilà, de nouveau, on voit toujours, je procède de la même façon pour aborder des choses comme ceci qui sont quand même un petit peu impressionnantes. On a une piscine, une grande flaque d'eau qui fait un petit peu bidet, et on a ensuite des jets d'eau. Donc d'abord on décompose, d'abord on approche la piscine, et ensuite j'ajoute les jets d'eau plus tard. Et pareil, quand j'ajoute les jets d'eau, d'abord c'est juste passer sous le tuyau sans les jets, et ensuite je mets les jets. Et tout ça, je vous le redis, ce seront des éléments qui seront disponibles à libre amont sur le parcours d'habituation. Et peut-être que là-bas j'aurai plus de débit au niveau de mon robinet, et peut-être qu'on aura aussi des jets qui viennent de la piscine. On verra, ça sera la surprise. Et donc là, voilà, tous les deux ont vraiment la méthode. Quand il y a quelque chose de nouveau, ils y vont de même. C'est eux vraiment qui m'amènent vers la piscine, particulièrement à Bantos. Ici, Caresse, bah pareil, vous allez le voir ensuite, je vais m'arrêter quand elle va s'arrêter. Et c'est assez drôle parce qu'on va voir qu'elle m'envoie ensuite, elle me dit, voilà, vraiment avec la tête, va un petit peu voir. Elle sait que je fais ça, elle connaît vraiment bien notre façon de procéder, notre méthode, elle est très carrée. À Bantos, bon voilà, il se laisse un petit peu plus porter. Caresse, elle sait très bien que je vais aller sur l'objet, que je vais lui montrer que c'est très chouette, que je vais aller découvrir en premier. Et donc là, clairement, elle me dit, est-ce que tu irais pas voir un petit peu? Donc ça, j'ai trouvé ça très très mignon, ce petit geste qu'elle m'a fait. De nouveau, je préfère un cheval calme qui s'arrête devant, un petit peu dessous, même juste 2 pieds sur la piscine, un début de naseau sous les jets d'eau. Comme on le verra après, bah voilà, on a Bantos qui s'arrête, il a juste les jets sur la tête, pas encore sur le corps, mais ça me suffit. Je préfère ça à un cheval qui va comprendre que la porte de sortie c'est de l'autre côté et qui va passer en courant dans le stress. Il faut jamais chercher à passer dessous au début ou à passer dessus si c'est sur la piscine ou dessous si c'est sur les jets. Juste chercher à agrandir la zone de confort du cheval petit à petit. Si c'est 2 pieds, c'est que 2 pieds. Et donc c'est pour ça, je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, que j'aime beaucoup travailler les petites avancées sous un voile, avancer sur une bâche puis reculer. Avancer, s'arrêter, reculer, etc. et faire des petites avant-arrière comme ça, parce que si on cherche à passer complètement le cheval, souvent on a un cheval qui court, et c'était vraiment le souci avec Abantos. Donc on cherche vraiment la gestion des émotions à chaque étape. Et moi je préfère vraiment de nouveau de la décontraction, du calme à chaque étape, même si ça prend plus de temps, que juste la joie de se dire « Ah bah voilà, mon cheval est passé ». De nouveau, ce qui compte c'est comment il passe, et pas le fait qu'il passe. Très important ici. Je vous dis toujours, c'est super chouette d'apprendre au cheval à venir toucher des objets qui l'inquiètent. C'est d'ailleurs comme ça que je procède, je vous l'ai toujours dit. On vient toucher la piscine, on vient découvrir avec son nez. Ce que je fais également souvent dans le stage justement motivation et jeux d'éveil. Vous avez vu que j'utilisais ces jeux d'éveil, un petit cône à pousser, une petite balle à pousser, que je viens mettre au niveau de ce qui est impressionnant pour aider le cheval à venir passer dessous, parce que voilà, il vient jouer avec son jeu au niveau de ce qui fait peur, et comme ça on donne envie au cheval de passer dessous dans la joie. Oui, mais de nouveau, toujours faire attention à l'émotionnel. Si le cheval vient toucher, que ce soit la piscine, un cône, un jeu d'éveil, mais en étant stressé parce qu'il le fait, parce qu'il sait qu'il aura un bonbon, parce qu'il sait que jouer avec la balle c'est chouette et qu'il veut quand même le faire parce qu'il veut faire son jeu. S'il le fait en étant tendu, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez mis le jeu d'éveil trop près de ce qui lui fait peur, qu'il faut le mettre déjà un petit peu plus proche de sa zone de confort pour se rapprocher petit à petit avec le jeu d'éveil de ce qui fait peur. On peut créer un conflit de motivation. Si on oblige comme ça un cheval à aller toucher ce qui lui fait peur, parce qu'il y a le jeu, parce qu'il y a le bonbon. Comme je vous avais dit, en renforcement positif, on peut avoir aussi cette montée en phase et un cheval au final qui se sent forcé de faire les choses. On peut avoir un cheval qui aurait envie de fuir, mais qui se dit non, j'ai pas appris comme ça, et je sais que si je fais ça, ça va être chouette, et donc il se force quand même.
parce que, de nouveau, le renforçateur positif est plus important. À cause justement de ce renforçateur positif qui monte un petit peu en pression, qui monte un petit peu en phase. Si vous avez un cheval qui ronfle et qui tremble sur ses pieds en allant toucher l'objet qui fait peur, clairement, vous n'êtes pas dans le bon. Regardez bien d'ailleurs la réaction d'Abantos, je l'ai filmé exprès pour vous. Il dit clairement, la situation est inconfortable. Il me le dit là clairement parce qu'il sait que je procède pas comme ça en plus d'habitude. Il a envie d'aller vers le jeu d'éveil, mais c'est trop dur. Le jeu d'éveil, il est trop loin à ce moment-là. Le jeu d'éveil est carrément sous les jets. Il passerait peut-être, mais pas dans le bon état d'esprit. Donc évidemment, j'arrête tout de suite. Si on veut jouer comme ça avec le jeu d'éveil, c'est très bien, mais alors il faut partir de plus loin. De là où il est déjà, et petit à petit, on va agrandir la zone de confort. Et on ne va avancer que si on a cheval décontracté. Dès qu'on a une tension, on ramène le jeu d'éveil vers le cheval. C'est toujours à l'écoute du cheval. C'est lui qui dit à quelle distance on met le cône. Si Abantos me dit que c'est trop loin, je rapproche le cône. On prépare toujours le mental, on décontracte. On n'attire pas le cheval avec l'objet, avec la récompense, avec une carotte pour qu'il vienne absolument. Non, on l'invite à nous rejoindre par la joie, par la motivation, par le fait qu'il arrive à gérer ses émotions. On récompense surtout le calme vers l'objet qui fait peur que le fait de toucher. Toucher, dans un second temps, si ça se passe bien, de nouveau. Si on a de la curiosité mais du stress derrière, il faut de nouveau redécontracter. Donc ici, avec Abantos, ça a toujours été un petit peu plus compliqué pour lui de passer sous des choses, et là, il y a quand même des jets d'eau, c'est assez impressionnant, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait il y a vraiment quelques années en arrière, et bah voilà, ma méthode n'était pas aussi aboutie que maintenant, je faisais des erreurs, clairement, et donc, bah voilà, il était passé dessous un petit peu en pression, comme on le voit là, où on a un mauvais passage, il refait ça, il recourt un petit peu comme il avait fait il y a quelques années. Et j'avais arrêté là-dessus, clairement c'était pas une bonne idée, donc là je veux aller plus loin, mais voilà, comme c'est de nouveau quelque chose qui lui reste il y a longtemps, ça peut prendre un petit peu plus de temps, donc je ne cherche pas de nouveau spécialement à le faire passer aujourd'hui, je passe avec Caresse, elle, voilà, clairement elle est fantastique comme je vous disais, elle sait clairement qu'on a une méthode, comment on fait pour aborder des nouvelles choses, elle applique les trucs à la lettre, dans l'ordre, elle est super calme, elle gère ses émotions à fond. Pour une jument qui avait peur de tout, je trouve ça absolument fantastique. Elle est vraiment contente parce que voilà, elle sait que maintenant elle a une façon de faire et que si elle fait ça, tout va bien et elle se plaît là-dedans et c'est vraiment super plaisant. Et donc du coup, avec Caresse, ça passe vraiment très vite. Abantos voit ça, je le laisse faire sa vie, voilà, il est autour, il broute, il se roule, voilà. Et après, je lui repropose. De nouveau, j'avais pas dans l'idée de passer spécialement, je voulais juste avoir vraiment du calme. Et là, on voit que grâce à ça, j'ai même pas eu besoin du jeu d'éveil. Il est venu me rejoindre et il est venu passer vraiment dans le calme. Ça, vraiment très important encore d'avoir ce calme. De nouveau, c'est pas la méthode qui abîme un cheval, c'est vraiment la façon dont tu l'utilises. Alors voilà, de nouveau, si on est complètement dans le renforcement négatif, les méthodes éthologie, montée en phase, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas complètement fan parce qu'on a des chevaux qui se robotisent, qui s'éteignent. De nouveau, ça marche. On n'est quand même pas 100% vert au niveau de l'émotionnel du cheval. Maintenant, de nouveau, utiliser un petit peu de renforcement négatif, mêlé à du renforcement positif, pour moi, c'est vraiment pas un problème. On peut même faire plus de mal avec une méthode soi-disant douce, mal utilisée, qu'avec du renforcement négatif, par exemple. Ici, comme je vous disais, avec les jeux d'éveil, si vous appliquez ça et que voilà, vous forcez votre cheval à aller au-delà de sa zone de confort, à grands coups de viens toucher la balle, mais super loin, et qui se sent obligé de le faire pour venir récupérer son jeu avec sa balle, et que le cheval fait vraiment ça dans le stress, bah là, clairement, vous faites beaucoup de mal en utilisant cette méthode comme ça, alors que c'est censé être quelque chose de très doux et justement dans l'écoute du cheval. De nouveau, quelle que soit la méthode, l'essentiel est toujours de s'adapter et d'écouter son cheval. Il faut toujours qu'on ait un cheval qui réponde en conscience et non qui réagisse à une demande, comme je vous l'avais déjà dit. Un cheval qui réagit, c'est qu'il y a un stress derrière. C'est souvent, même nous, quand on réagit, ça veut dire quoi? C'est qu'on a une réaction disproportionnée. C'est qu'on se met à sauter en l'air quand on nous pousse à peine. Voilà, ça c'est clairement une réaction, au lieu de simplement se décaler quand on nous propose de nous pousser. Et pareil, quelle que soit la discipline que vous faites, tout ça, ce sont des moyens. Ce qui compte toujours, c'est pas la méthode, c'est pas l'activité que vous faites, c'est de se demander si ce qu'on fait, ça nous permet d'accéder à une meilleure connexion avec son cheval. Si c'est juste pour notre ego, je fais du saut d'obstacle parce que je veux gagner en concours, clairement la motivation est pas bonne. Mais si on fait de l'obstacle parce qu'on s'amuse avec son cheval quand on fait ça, j'ai envie de dire, vas-y, voilà. Moi j'ai fait énormément de disciplines, vous le voyez à travers mes vidéos, je touche vraiment un petit peu à tout. Et je me rends compte que, quelle que soit la discipline, on peut vraiment procéder de la même manière à travers tout ça, tant qu'on est dans le dialogue, tant qu'on sait pourquoi on fait les choses.
et qu'on est toujours dans cette recherche de connexion, d'améliorer l'émotionnel à la fois humain et cheval, d'améliorer les capacités du cerveau, justement, ces liaisons dont je vous parlais tout à l'heure au niveau du cortex préfrontal, toutes les disciplines sont bonnes à partir du moment où elles sont faites dans le sens du cheval. Ça, je vous le répète encore ici, ça fait un petit moment que je vous ne l'ai pas redit, tout ce qui est mâchouillement, ce sont des comportements qui ne sont pas toujours très bien compris. Un mâchouillement qui intervient après un exercice est toujours plutôt quelque chose de négatif, parce que ça veut dire qu'il y a eu du stress pendant l'exercice. Et donc ça, c'est notamment une des choses qu'il faut être capable d'observer, parce que c'est des comportements qui sont très fréquents et qui vont vous donner une indication sur est-ce que la méthode est bonne ou pas avec mon cheval. Un mâchouillement, c'est vraiment la transition d'une réponse du système nerveux sympathique à une réponse du système nerveux parasympathique. Donc le cheval est détendu, c'est le système parasympathique qui est en contrôle. Par contre, quand il y a une menace, quand il y a un stress, là, le système nerveux passe en mode alerte et on passe dans le système sympathique. Du coup, on l'aura compris, quand les stimuli qui ont activé le système sympathique sont terminés, la fin de l'exercice, le moment de stress est passé et le système parasympathique reprend le contrôle, la relaxation revient et on a un cheval qui mâchouille. D'ailleurs, quand un cheval est stressé, il ne va plus saliver et vous allez avoir une bouche très sèche. Et donc, quand un cheval mâchouille, c'est parce qu'il a eu justement la bouche un petit peu sèche et donc c'est pour faire repartir cette salivation. Donc ça veut toujours dire qu'il y a eu une situation un petit peu difficile à un moment donné. Et comme je vous le disais déjà, un cheval qui mâchouille, c'est vraiment le début de la décontraction. C'est bien, ça veut dire que la décontraction revient, mais ce n'est pas encore de la relaxation pure. L'ébrouement, par exemple, comme je vous l'avais déjà dit, là c'est vraiment une grande décontraction, et c'est là que c'est très important de souffler, d'expirer vous aussi pour y aller avec votre cheval. Et n'hésitez pas, dès que votre cheval commence un petit peu à mâchouiller, lui dire oui, c'est bien, continue à aller dans cette relaxation. Ne cherchez pas à dire je m'arrête là, il mâchouille, c'est bon, non. Soufflez vous aussi et cherchez encore plus de décontraction à ce moment-là. Et donc de nouveau, un cheval qui mâchouille à mesure dans l'exercice, c'est un cheval qui se décontracte à mesure, alors que si on a un moment de rien pendant l'exercice et puis d'un coup un mâchouillement, là vous l'aurez compris, c'est clairement une tension qui s'évacue liée à l'exercice. Et de nouveau, tout ça s'apprend. Apprendre au cheval à relâcher son système nerveux, on va en reparler de nouveau en fin de vidéo avec Abantos et son piafé. Travailler sur la perception des situations. On travaille toujours sur les émotions. Et dès qu'on a une tension qui monte, on recherche à revenir vers le confort. Comme par exemple quand on travaille l'anxiété de séparation, tension, on remet les chevaux en présence, on redécontracte et on va reséparer les chevaux progressivement avec certains exercices qui leur permettent de gérer leurs émotions. Notamment, les jeux d'éveil. On en vient tout de suite à la suite de nos séances aquatiques, où avec Abantos et Caresse, on a pu aller un petit peu faire trempette. Avec Abantos, on a été dans un endroit de la rivière qui était vraiment super chouette, mais difficile d'accès. Il y avait une descente à pic vraiment très très dure. J'étais toute seule avec lui à ce moment-là, donc vraiment pas possible de filmer, mais c'était vraiment très très beau ce moment-là entre nous. Il me regardait à chaque pas pour que je le rassure qu'il était dans le bon, qu'on descendait ensemble. Et si j'avais le malheur de me presser un petit peu trop, il se figeait. Il fallait vraiment que je l'accompagne sans pression. Dès qu'il faisait un petit pas vers la descente, vraiment l'encourager. Et aussi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est lui montrer qu'il savait remonter. Donc on a fait plusieurs fois demi-tour pour que je lui montre, regarde, t'arrives à remonter, il n'y a pas de souci, et on arrive à redescendre là où on était. Et à la fin de la descente, on a carrément dû se laisser glisser tous les deux sur les fesses. Donc c'était assez impressionnant, mais il l'a vraiment fait dans le calme. Avant ça, ça l'aurait submergé. Il me surveillait vraiment, tant que je restais positive, il paniquait pas non plus. En arrivant en bas, avant, il aurait clairement été déchaîné, il aurait laissé vraiment exploser ses émotions qu'il aurait contenues le temps de la descente. Une fois en bas, il serait parti peut-être au galop, ou du moins, il aurait été intenable sur place. Ici, pas du tout. Il était complètement décontracté. Moi, en ayant l'habitude qu'il se tende un petit peu, je voulais lui proposer d'abord de marcher un petit peu à pied tranquillement. Et puis je voyais que non, il était calme, et puis je sentais qu'il attendait quelque chose. Et je comprenais pas trop, je me dis, mais viens, on va aller marcher un petit peu. Et puis hop, il me pointe la selle, et je vois vraiment qu'il attend toujours. Je le laisse en liberté, je pars un petit peu plus loin pour lui proposer de revenir vers moi. Je cherche même pas à aller dans l'eau, je cherche juste à marcher un petit peu avec lui. Non, il va même pas brouter, clairement, il attend. En fait, il attendait que je monte. Dès que je suis montée, et ça c'est vraiment la première fois qu'Abantos me demande carrément dans le monter, parce que vous savez que il avait eu des petits soucis de dos, qu'il n'était pas au meilleur de sa forme, on l'a bien musclé, et vous le verrez en fin de vidéo, clairement il est bien musclé, mais là clairement il me demande de monter, je monte dessus, tout de suite, il part dans l'eau, il était super content d'aller à l'eau avec moi, et donc là on a pu marcher vraiment un bon moment dans la rivière, faire une belle balade aquatique, c'était vraiment super chouette.
Sur le retour, super calme, il m'a proposé de refaire la montée au galop, parce que clairement là ou pas, on serait tombé en arrière, mais au galop, en gérant ses émotions. Il y avait une route juste au-dessus, une fois qu'on avait fait cette grande montée, il s'est arrêté à la route, sans stress vraiment. Il s'est pas arrêté parce que je lui demandais que je le tenais, il s'est arrêté parce qu'il était profondément calme et que ses émotions étaient vraiment complètement gérées. Avec Caresse, pareil, on a aussi pu aller un petit peu dans l'eau, on a choisi un endroit un petit peu plus facile ici pour elle. On a fait une très belle rando de 18 km ce jour-là avec un nouveau copain. Elle était super bien dans sa tête, super sociable avec le nouveau cheval, et d'ailleurs il s'adore déjà, donc je pense qu'on va repartir faire des balades ensemble. Malheureusement, son nouveau copain n'a pas les allures aussi allongées qu'elle, et donc quand on était au trot devant, lui il était au galop, et quand on était au galop, clairement on le perdait très très vite, mais encore une fois, Caresse super calme, même quand le cheval galopait derrière elle, elle restait au trot, sans chauffer, sans accélérer, une belle connexion à la voix, aucun stress pour se séparer du copain après quand on a dû rentrer seul à la maison, donc voilà, vraiment de beaux progrès à ce niveau-là aussi. Dans la rivière, elle est rentrée toute seule, super facile. Donc ils ont beaucoup joué avec l'eau, et donc ça, je sais que j'ai eu la question plusieurs fois, donc je le redis ici, un cheval qui gratte comme ça dans l'eau, ça peut être pour plusieurs choses, c'est pour tester la profondeur, tester le sol, voir un petit peu ce qu'il y a en dessous, mais c'est aussi pour stimuler ses perceptions, c'est une forme de jeu, et aussi se rafraîchir, s'éclabousser. Donc certains c'est plus par curiosité, d'autres par plaisir. Et ça, c'est un geste qui est aussi observé chez les chevaux sauvages. Donc c'est pas du tout un comportement uniquement de nos chevaux domestiques, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les chevaux sauvages. D'ailleurs, tant que je parle de ça, moi je vous dis toujours que le jeu, c'est souvent quelque chose de plutôt négatif. Le jeu, quand les chevaux courent, c'est plutôt pour évacuer les tensions chez le cheval adulte. Moi, je vous dis toujours d'encourager le jeu plutôt avec le seeking, développer les capacités mentales du cheval, la manipulation d'objets, etc. Et que tout ce qui est se courir derrière, ça c'est des choses que font les poulains, mais ensuite, chez les chevaux adultes, c'est vraiment une manifestation de stress. Étude très intéressante qui a été faite pour savoir si justement les chevaux domestiques qui jouaient un petit peu comme ça en prairie, entre eux, ou qui se défoulaient comme ça en carrière, si c'était de la néoténie. Donc ça veut dire de la préservation des traits cérébraux et comportementaux juvéniles une fois à l'âge adulte. Et c'est vrai que comme chez les chevaux domestiques, on peut observer énormément de comportements liés à cette néoténie, justement, où on a de la préservation de caractère juvénile dû à la domestication. Mais le jeu, c'est pas ça du tout, c'est pas parce que ce sont de grands bébés, c'est vraiment un mécanisme qu'ils gardent pour évacuer les tensions. De nouveau, nos chevaux domestiques subissent pas mal de stress, on en a déjà parlé, des conditions sont pas toujours les meilleures au niveau de leur vie sociale, de l'alimentation, de l'enrichissement au pré, etc. Donc ils utilisent ça pour s'aider entre eux. Et dans la nature, vous verrez beaucoup moins de chevaux adultes jouer. Comme votre cheval qui vient vers vous au galop, au pré quand vous arrivez, évidemment que ça peut être parce qu'il est content de vous voir, parce qu'il est content des interactions qui se passent avec vous. Ça peut être aussi signe qu'il n'y a pas assez d'interactions dans son pré. Mais de nouveau, toujours à nuancer, rien n'est jamais si simple. Et dans la nature, les jeunes chevaux femelles, ça je vous l'avais déjà dit je crois, les jeunes chevaux femelles vont plutôt développer des jeux de poursuite et les mâles c'est plutôt des jeux statiques, cabrés, etc. avec des mordiments. Ils jouent beaucoup avec la bouche. Les femelles aussi jouent beaucoup moins longtemps dans la nature que les mâles. Ça, je crois qu'on a un peu ça chez les humains aussi. Donc une fois à l'âge adulte, tout ça disparaît. Chez les chevaux domestiques, c'est vraiment plutôt un signe d'instabilité émotionnelle ou relationnelle. Et les chevaux adultes qui sont amenés à jouer le plus, c'est plutôt des individus en manque de relations sociales stables ou qui connaissent vraiment un stress récurrent dans le quotidien. C'est un comportement sain, mais qui est quand même signe qu'il y a eu des tensions. Et donc avec Caresse, cet été, on a fait de nouveau pas mal de balades, pas mal d'entraînement endurance, parce qu'on a notre challenge qui arrive en août, que vous découvrirez très prochainement, où il fallait vraiment continuer à l'entraîner physiquement. Également une deuxième course d'endurance qui approche, donc on a fait énormément de sorties, et notamment une sortie où on s'est retrouvé pratiquement dans la jungle, où on s'est retrouvé coincé. Un chemin au final qui n'amenait nulle part et qui devenait de plus en plus broussailleux. On avait des branches à gauche, à droite, au-dessus, si bien que j'ai dû descendre. Et on avait carrément au final des branches qui venaient s'accrocher dans la selle. Au début, son réflexe c'était vraiment de courir en avant pour se dégager. J'ai vraiment pris le temps de lui montrer la bonne voie, de s'arrêter, qu'elle voie que je puisse l'aider, que quand elle attendait comme ça, je pouvais l'aider, la dégager, etc. Et heureusement que j'ai pris le temps de lui montrer ça, et qu'elle a pu perdre justement ce réflexe de courir en avant, parce qu'après, on a pu faire demi-tour, un demi-tour très compliqué, mais qu'elle m'a vraiment réalisé sur place.
Et un petit peu plus loin, je suis remontée en pensant que le niveau hauteur ça passait, et quelques mètres plus loin, je suis restée coincée dans les arbres. Et ici, à ma simple demande vocale, alors qu'elle n'avait plus personne devant elle, elle a stoppé net. Et en plus, c'était pas facile parce qu'il y avait un champ à côté avec des taureaux, et ça courait derrière les buissons. Avant, elle serait clairement passée à travers tout, en piétinant tout le monde, en mode stress, voilà. Donc de nouveau, vous voyez les méthodes avec lesquelles je travaille, dans le dialogue, dans la compréhension, beaucoup de renforcement positif. C'est pas réservé qu'à des chevaux faciles, qu'à des chevaux dressés, voilà, qui restent clairement dans une situation comme ça. Avant, elle m'aurait laissé là. Et vous voyez que grâce à cette façon de travailler là, grâce à ce travail des émotions, le cheval, il me choisit toujours. Voilà. Son réflexe, c'est de se tourner vers moi. Et clairement, dans des méthodes où on écoute moins le cheval, où on est plus dans la robotisation, alors ça, on a des effets très rapides, mais dans des situations comme celle-ci, votre cheval, il vous laisse sur pied. Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse avec une histoire que je trouvais quand même assez sympathique à vous relayer aussi. Ensuite, on va maintenant se tourner vers des séances un petit peu plus sérieuses où on va parler de dressage avec Abantos. On va commencer avec le pas espagnol et on en viendra assez vite au piafé. Le pas espagnol, voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qu'il adore, qui lui permet aussi de s'étirer, de se décontracter. Donc voilà, on continue un petit peu avec ça. Et ce qu'on commence maintenant un petit peu à faire, c'est à se tourner un petit peu vers le trot espagnol, voilà. Sans trop forcer, parce que c'est pas ce qui est le meilleur pour le dos, très clairement. Et si maintenant ça va beaucoup mieux, c'est pas quelque chose sur lequel je force. Mais voilà, on se fait plaisir avec quelques foulées de temps en temps. De nouveau, que ce soit pas ou trop espagnol, il faut chercher une énergie haute mais en décontraction, comme toujours. Je vous ai dit, un cheval qui est en énergie haute, toujours regarder si c'est lié aux tensions ou si on a vraiment une vraie décontraction derrière. Il ne faut pas chercher l'énergie avec notre propre énergie, ça c'est très important. Ça c'est une source d'agacement et d'excitation pour le cheval, vous n'arriverez à rien avec ça. Vous pouvez faire des mouvements plus hauts, mettre plus de voix, plus de dynamisme dans la voix, mais pas se contracter et pas monter votre énergie en puissance. Lâcher prise, moins de contrôle. Et ça, c'est très important de travailler sur son énergie, savoir monter très fort d'un coup, comme une décharge électrique, quand on va vouloir demander un mouvement un petit peu puissant, un lancer d'antérieur par exemple, et savoir redescendre très vite tout de suite derrière. Les chevaux ont cette capacité de savoir monter très haut et puis de redescendre très vite quand l'énergie n'est plus nécessaire. Nous, on a du mal. On a tendance à monter notre énergie un petit peu pour rien et puis après avoir du mal à descendre. On va demander un lever d'antérieur, on va envoyer l'énergie nécessaire, mais ensuite derrière, on va pas relâcher. On va rester, si on est monté à 100 en énergie, on va rester autour de 50 pendant un petit moment. Et du coup, les chevaux, c'est ce qui va les déconnecter, les agacer parce qu'on n'est plus dans cette harmonie. Et on a même des chevaux, j'ai pu le voir avec Abantos, mais aussi dans certains cours, des chevaux vont vouloir nous aider à redescendre en baissant encore plus de leur côté leur énergie. Donc si vous êtes tout le temps en énergie haute pour essayer de motiver votre cheval et que vous êtes tout le temps tout là-haut à 100, votre cheval, il va vouloir compenser et baisser encore plus son énergie de son côté et vous allez avoir un cheval de plus en plus mou. Et vous dites, mais moi, je suis à fond et lui, il est de plus en plus mou. Et donc, il faut vraiment s'entraîner rien que tout seul déjà à savoir, monter en énergie, avoir la joie du petit enfant, avoir une explosion à un moment donné et puis savoir redescendre tout de suite à 0, 100% calme. Et toujours, quand on lance son énergie, que ce soit à cheval ou à pied, on la lance toujours vers l'avant, jamais vers le cheval. Quand on demande un départ au trot à pied, on ne regarde pas le cheval en lui lançant l'énergie dessus, on ne le pousse pas, on regarde devant là où on a envie d'aller, et pareil à cheval, on se porte vers l'avant, on envoie notre énergie devant, et donc on a vraiment cette intention d'aller nous vers l'avant, et pas de pousser le cheval en avant, et donc d'envoyer son énergie dans le cheval. Abantos est vraiment de mieux en mieux dans son corps, donc on a pu faire notre premier pas espagnol en liberté, et ça c'est vraiment pas facile, sans filet, parce qu'il faut avoir la bonne position de la nuque, qui doit quand même être un peu haute, d'avoir un cheval un petit peu en main, et d'avoir quand même, moi je cherche toujours quand même l'équilibre sur les hanches. Il a dû vraiment se tenir tout seul, se poser, prendre le temps, et il a encore une fois été extra. Il se met plus du tout en pression dans ses exercices, et c'est vraiment un bonheur de le voir si décontracté en dressage. C'est pour ça qu'après on a tenté des choses plus compliquées. En mort, vous l'aviez vu des fois, dans le début de notre pas espagnol, il avait tendance à s'encapuchonner un petit peu, pour justement éviter la difficulté, ne plus se poser vers l'arrière et fuir un petit peu la demande. Ici, en cordelette, il n'a plus cette possibilité-là, et donc voilà, on a vraiment un cheval qui le fait dans le bon sens, et c'est vraiment super plaisant. Également, de faire quelques petites foulées de trot, ça aide le cheval à remettre sur les hanches. 2-3 foulées de trot, demander ensuite le pas espagnol, ça nous a aidé au début ici en cordelette, et après, de lui-même, il me le proposait carrément. Il avait senti que ça l'aidait, et quand je lui proposais, des fois, il me disait « Attends, je fais 2 foulées de trot, et puis hop, voilà, ça y est, là je me pose ».
Ça aide vraiment à faire ce mouvement, là que je vous remets au ralenti ici, à remettre le garrot en arrière. Vous voyez ce mouvement, ça c'est un très beau mouvement qu'il faut rechercher et qu'on peut demander également à pied à son cheval. Ce mouvement de se redresser au niveau du garrot et de mettre le poids vers l'arrière. Et donc ça, je trouve que ce petit mouvement qu'il fait là est vraiment très très beau. Et donc voilà, comme d'habitude, je travaille beaucoup à la voix, je l'encourage beaucoup à la voix avec une voix très enveloppante, très présente. Pas trop dans les aigus, on ne libère pas, on n'est pas à la fin de l'exercice, mais voilà, on encourage, on cherche vraiment à être très présent avec la voix, très englobant. Et comme pour tout, on ne cherche pas à aller plus loin tant qu'on n'a pas la connexion et la décontraction. Une fois qu'on a connexion, décontraction, on peut aller chercher plus loin, chercher un mouvement plus compliqué. Une fois qu'on était bien au pas, on a pu passer, là on s'est encore un petit peu aidé du filet, pour ce que je vous disais tout à l'heure, le trot espagnol, monter. Ensuite, on passe au clou un petit peu de cette vidéo, si on peut le dire comme ça. Ce que je vous ai annoncé en début de vidéo, c'est le piafé. On a commencé avec Abantos, on a une ébauche de quelque chose. Abantos, on avait déjà tenté le passage il y a quelques temps en arrière, souvenez-vous. Ça, ce sont toutes des choses qu'il a dû faire en Espagne, mais en étant très contraint, très stressé. C'est des choses par rapport auxquelles il était complètement traumatisé. Comme je vous l'avais dit, c'est des choses auxquelles je reviens en ce moment petit à petit. On est tellement avancé maintenant dans le travail qu'on arrive à revenir à des choses qui étaient associées vraiment au trauma. C'est des choses qui avant, clairement, pas espagnol, trop espagnol, passage, piafé, il m'aurait mis par terre tout de suite. Il aurait dit non tout de suite sans se poser de questions. Ça aurait été un réflexe tellement fort, c'était incontrôlable. Maintenant, on arrive à y revenir. Je lui propose autrement. Je ne fais absolument pas comme ils ont fait en Espagne. Voilà, on est vraiment dans le positif, dans le dialogue. Donc c'est pas facile aussi parce que pour lui, c'est un réapprentissage parce qu'il ne reconnaît évidemment pas les codes. C'est des mouvements qu'il connaît, mais les codes sont complètement différents. Donc on est vraiment dans un réapprentissage qui est plus dur encore qu'un apprentissage. On est vraiment dans cette recherche de décontraction. Je vous remets ici la petite séquence du passage qu'on avait fait il y a quelques années en arrière, où on commençait déjà à avoir un cheval qui acceptait de revenir vers le dressage. On voit quand même qu'il y a un petit peu d'encapuchonnement sur la fin du mouvement. Voilà, de nouveau un cheval qui fuit un petit peu dans la fin de la demande. On verra que voilà, aujourd'hui c'est vraiment de mieux en mieux. On a un cheval qui fuit de moins en moins et je fais moi aussi de mon côté de plus en plus attention à ça. Donc là pour le piafé, clairement, il n'y a pas de code particulier. C'est vraiment les codes du cheval. On va diagonaliser comme dans le trot, mais ça sera plutôt dans un équilibre du reculé. Donc toujours cette idée, ça je vous le redirai encore tout à l'heure, les hanches qui descendent et la nuque qui monte. L'avant-main doit vraiment chercher à monter. Donc je commence par l'installer dans une bonne attitude pour qu'il cherche à pousser derrière, qu'on ait beaucoup d'impulsion. Je commence avec des plis, de la mobilisation de tout le corps, des épaules en dedans, ça c'est fantastique, l'épaule en dedans, ça sert à tout. Beaucoup de transitions. Je vais beaucoup m'aider de ces transitions pour en arriver petit à petit au piafé. C'est-à-dire que, voilà, de nouveau, je cherche pas à ce qu'il piaffe, je cherche simplement à ce que l'idée lui vienne. Donc je vais proposer marcher quelques pas, chercher le pas compté, s'arrêter, reculer, repartir, et chercher le moment où il me propose un petit peu du surplace en fait. Je lui demande des choses qu'il connaît, s'arrêter, reculer, repartir, remarcher, chercher le pas compté, jusqu'à que lui, hop, il me propose quelque chose et que je puisse lui dire « Ah voilà, c'est ça que je veux ». Lui, qu'est-ce qu'il me propose ? C'est le pas espagnol. Ça, j'avais déjà lu que notamment certains grands maîtres étaient passés par le pas espagnol pour le piafé, ce qui m'étonnait un petit peu. Mais clairement, je me suis rendu compte que oui, en fait, c'était pas dingue, c'était tout à fait possible, mais simplement, il faut vraiment demander un pas espagnol avec plus d'engagement, avec les posteurs qui engagent, et pas avec les posteurs derrière, sinon ça sert à rien. Donc là, je suis son idée, je dis, ok, quand je demande du rassemblé, tu me sors un petit peu de pas espagnol, pourquoi pas, mais alors fais-le moi au moins avec de l'engagement. Donc je lui demande de l'engagement. Comme je vais avoir besoin ensuite que les épaules, comme je vous disais, montent et d'avoir vraiment les épaules dégagées, et c'est souvent des gros soucis qu'on a dans les piafés au niveau de cavalier pro. Clairement, je ne suis pas cavalier pro, mais je sais que c'est souvent un défaut qu'on nomme, c'est que les épaules ne montent pas assez, que les épaules ne sont pas assez mobilisées et qu'on a un cheval, une avant-main, une nuque qui descend. Donc on a les hanches qui descendent, mais on a la nuque qui ne monte pas assez, qui descend aussi.
Et donc ce que je cherche aussi à faire dans cet échauffement au début, c'est à mobiliser les épaules autour des hanches. Parce que voilà, le poids doit être sur les hanches. Et c'est pour ça, moi je vous avais toujours dit, chasser les hanches, bouger les pieds du cheval, ça ne fait aucun sens. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de ridicule. De nouveau, qu'est-ce que j'utilise ici? C'est bouger les épaules en fixant les hanches. Et pas l'inverse. La plupart des chevaux ont l'équilibre sur les épaules, donc quand vous faites comme ça des désengagements des hanches, bouger les hanches, vous le fixez encore plus sur les épaules. Et donc c'est contre-productif parce que vous mettez encore plus de poids sur les épaules. Et la plupart des chevaux, l'équilibre est sur les épaules, c'est comme ça, c'est normal. Et donc vous n'aidez pas votre cheval en faisant ça. Et de toute façon, voilà, vous savez que le contrôle des pieds, faire bouger le cheval pour pas qu'il vous fasse bouger, c'est complètement ridicule. On n'est pas du tout dans ce dialogue-là avec les chevaux. Ça ne fait pas de sens pour eux. C'est pas une conversation qui fait du sens. Et pour récupérer leur attention, pareil, ça fait pas de sens non plus pour moi, parce qu'il faut toujours chercher à attirer le cheval, lui donner envie de revenir à nous, et pas le forcer en lui poussant les hanches, etc. Donc voilà, petit aparté de nouveau ici. Donc on continue dans notre piaffe, on cherche ensemble. Clairement c'est ça, on n'est pas dans une méthode. De nouveau c'est un code, une méthode par cheval, donc on cherche ensemble. Je suis que dans le ressenti. Et c'est ça que j'adore au final avec la haute école, que j'ai commencé à toucher de très très loin. Voilà, de nouveau je ne suis pas une pro là-dedans, mais je me rends compte que c'est accessible si on sait ressentir et dialoguer avec le corps et l'esprit du cheval. Parce que ce sont des choses tellement fines qu'au final, on peut pas vous l'apprendre au final. Un grand maître peut évidemment vous donner des conseils, mais on peut pas vous dire faites comme ça et puis ça va marcher. C'est beaucoup plus fin que ça, et c'est ça qui est super chouette, c'est qu'on peut vraiment être dans cette recherche avec son cheval. Et donc voilà, ici sur les images qui suivent, on voit qu'il cherche toujours, mais il n'a pas encore l'idée de monter vers le haut. Il faut plus d'impulsion. Donc je cherche à obtenir déjà le pas compté, et quand il propose l'impulsion dans le pas espagnol, il me propose une impulsion plutôt vers l'avant. Mais moi je veux de l'impulsion vers le haut, comme je vous disais. Donc quand il me propose comme ça le pas espagnol, je lui dis ok, mais mets-moi un petit peu de trot là-dedans aussi, pour qu'il ait envie, d'avoir un trot un petit peu bondissant. Je dis cherche-moi alors plutôt à bondir vers le haut. Et je laisse l'idée venir, de nouveau. Quand il commence à bondir un petit peu dans le trot, je félicite, je lui dis voilà, là on est déjà un petit peu plus dans ce qu'on recherche, ok, c'est bien. Je laisse vraiment l'idée germer, je ne le précipite pas. De nouveau, je fais pas grand chose avec mes mains, avec mes jambes, comme vous le voyez, je suis présente, mais je ne le coince pas, surtout pas, on n'est pas en train de pousser et de tirer en même temps, clairement on n'est pas là-dedans. Je suggère, comme pour le pas, le trot espagnol, je suggère un rythme avec mon assiette, et Abantos me propose des choses, et en fonction de ça, j'ouvre la porte et je lui dis c'est ça, vas-y, ou je lui dis non, en fait, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et surtout, quand il a une bonne posture, je le laisse s'installer et se décontracter dedans. Et là, magie, j'ai des premières foulées. Et là, je suis waouh, parce que clairement, il y a un moment donné, il me les fait carrément, j'ai 2-3 foulées sur place. Moi, je m'attendais à un piaffe un petit peu plus de spectacle, plus en avançant un petit peu, et ça aurait déjà été énorme. Et là, il m'en fait carrément 2-3 foulées sur place, avec un beau mouvement des épaules, justement. Comme vous le voyez, j'ai tendance à dire pratiquement pas de mise en main, parce qu'il a tendance, quand je lui demande la mise en main, à venir s'encapuchonner un petit peu, ça a toujours été son défaut. De nouveau, qui vient d'Espagne, malheureusement. Et donc, j'ai tendance à lui dire ouvre-toi, parce que je veux justement qu'il cherche à aller vers le haut. Et donc, j'ai un mouvement d'épaule qui, je trouve, est vraiment pas mal pour un premier passage. Et donc là, tout de suite derrière, important de remettre du calme, parce que c'est un mouvement très excitant pour le cheval. Il faut tout de suite savoir marcher normalement ensuite, savoir s'arrêter et savoir marcher. Et ensuite, très important aussi, de réétirer avec le pas espagnol, c'est pas mal, et d'étirer aussi l'encolure, de laisser le cheval descendre. Ça n'a pas été filmé ici, mais après, on laisse marcher le cheval tranquille et s'étirer l'encolure, très important. Même si on veut redemander ensuite, on laisse d'abord s'étirer, parce que le piaffe va vraiment contracter les muscles, et va falloir ensuite laisser le cheval s'étirer. Voilà. Et on peut recontracter, étirer, ainsi de suite. Autant on rassemble, autant on étire. Voilà. Et là, clairement, on a réussi sans pression grâce à la décontraction, aussi parce que son dos va beaucoup mieux. Et ce qui est le plus important au final dans le piaffe, c'est pas tellement de savoir le faire, c'est aussi de savoir s'arrêter. Parce que le cheval, quand il a fait ça, il a parfois du mal à s'arrêter, à revenir au calme. Il faut parvenir à ravoir tout de suite le calme derrière, comme je vous le disais. Et pas un cheval qui continue comme ça sans cesse et qui s'énerve. Il faut un cheval qui soit capable de redescendre émotionnellement. Et ça, clairement, c'est quelque chose que j'avais jamais essayé avec Abantos avant, parce que je savais très bien qu'il aurait pas su redescendre, et qu'il aurait piaffé sans fin, et qu'au final, il aurait explosé, et qu'il aurait tout éjecté. Et là, il a su piaffer, il a su redescendre, on a pu marcher, j'ai pu descendre de cheval, vous le voyez, on a même eu un arrêt zen, tranquille,
On sent un petit peu, voilà, il y a un petit peu des mâchouillements, il y a un petit peu la queue qui bouge, oui, mais clairement il redescend. Et c'est pas parce que je le tiens et qu'il n'a pas le choix, il est vraiment plus dans cette gestion. De nouveau, je vous ai dit tout à l'heure les mâchouillements, signes de stress, ah là 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 là. Non, il faut simplement savoir que c'est parce qu'il y a eu un stress, mais de nouveau, éviter tout stress au cheval, toute tension, ça va être compliqué. Clairement, le piafé, c'est quelque chose d'excitant. Excitant veut dire forcément tension. C'est comme pour nous. Des fois, on fait des choses qui sont super chouettes, mais il y a quand même de l'adrénaline, il y a quand même un petit peu de tension. Voilà, tout ne peut pas être zéro tension. Mais la question, c'est de nouveau comment on la gère. Est-ce qu'on est capable de redescendre? Est-ce qu'on est capable de revenir au calme et de le refaire ensuite avec joie? Toujours chercher le mouvement tonique, dynamique dans la décontraction, et j'aime beaucoup son attitude au moment où il piaffe. On voit qu'il est dynamique mais décontracté. Les oreilles sont bien, le faciès est bien, il n'y a pas de tension, les yeux ne sont pas grands ouverts, exorbités, il est apaisé, les naseaux sont bien aussi, pas trop dilatés, la queue elle fait balancier. Clairement, on a un beau balancier, on n'a pas de fouillaillement, on a vraiment un cheval qui s'équilibre avec sa queue dans un mouvement cadencé et pas du tout un cheval qui bouge la queue d'énervement. Clairement, très belle réussite pour moi parce que de nouveau, c'est peut-être pas parfait, je suis d'accord, il y a des grands maîtres qui vont passer ici qui vont me dire non mais c'est affreux, peut-être, mais au moins, c'est décontracté. Et clairement, pour moi, le piafé, c'est ce qui nécessite le plus d'énergie, le plus de confiance et le plus de générosité chez le cheval. Et là, je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à l'amener à le faire tout seul. Moi, j'ai rien fait, je ne lui ai pas fait faire. Je l'ai amené là-dedans pour que l'idée lui vienne et c'est lui qui a piaffé. Et c'est ça qui est magnifique parce que, et c'est ce que j'aime de plus en plus dans ces allures un petit peu de dressage, voire de haute école, parce que si on le fait de nouveau avec la bonne méthode, on est vraiment dans la co-création et dans un cheval qui fait tout seul. On l'amène, on lui propose et le cheval, il fait des mouvements magnifiques. De nouveau, tous ces mouvements-là, ce sont des mouvements naturels au final pour le cheval. Surtout un espagnol comme Aventos qui a été étalon longtemps, piafé, faire le pas espagnol, c'est des choses qu'il faisait en prairie. Donc c'est juste lui faire revenir ça, avec le calme et la patience. Et le piafé, c'est vraiment une des allures les plus compliquées, parce que c'est un mouvement où le cheval doit avoir vraiment une grande volonté d'aller vers l'avant, où il est toujours prêt au final à ressortir de son piafé. Et ça, il faut réussir à le faire sans, comme je vous disais tout à l'heure, compresser le cheval. Et vous voyez, voilà, sur le passage de face ici avec Aventos, j'ai pas mes rênes complètement tendues avec le mort qui lui sort de la bouche. Je ne suis pas en train de le tenir pour pas qu'il sorte. Non, il a cette envie d'aller vers l'avant, mais il n'y va pas parce que voilà, il m'offre vraiment ce piafé sans que je l'y oblige. Et donc très important si vous faites ça chez vous, à tout moment, le cheval doit pouvoir avancer dans le trot, s'arrêter, reculer. Voilà, il doit pas être calé entre vos aides. Et donc voilà, pourquoi pas passer par le pas espagnol comme on l'a fait. On s'est aussi beaucoup aidé des transitions, d'intro dynamique, d'intro qu'on rassemble de plus en plus. Toujours important, chercher l'élévation des épaules, un cheval qui se grandit et des hanches qui s'abaissent. Ça doit vraiment être ces deux directions-là qui doivent vraiment vous marquer. Les hanches vers le bas et les épaules qui montent. Le pas espagnol, voilà. Si on le fait sur les hanches, ça peut être pas mal parce que ça permet de donner la direction au final aux épaules. L'idée de monter, de nouveau, alors un pas espagnol avec des jambes qui montent très haut, comme Aventos me faisait un petit peu dans les premiers extraits. Voilà, pas trop vers l'avant, mais vraiment le plus possible vers le haut. Ça peut donner une idée de direction, justement, cette envie d'aller vers le haut. Et après, voilà, c'est comme je l'ai fait avec le trot pour chercher quelque chose d'encore plus bondissant. Et voilà, sur ces beaux mots, on termine avec quelques images de caresses à nouveau en cours. Voilà, pour vous donner de nouveau une petite update sur comment on continue à travailler. Clairement, elle aussi, le travail paye. On saute vraiment maintenant au galop de manière un petit peu plus propre. On dirait plus du tout un trotteur. Elle a un bel équilibre, un beau galop régulier, sans pression de nouveau dans la décontraction. De mon côté, je peux la laisser de plus en plus gérer, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois au niveau du galop. Elle se tient de plus en plus toute seule. Et surtout maintenant, dès les premiers sauts, elle est dans le calme. Là, je vous mets les extraits des premiers petits sauts, juste pour que vous voyez à quel point on aborde calmement, ce qui avant n'était pas du tout le cas. Les premiers sauts, on courait toujours. Donc là, on a vraiment un cheval bien dans sa tête, qui prend le bon rythme tout de suite. Et de nouveau, comme avec Aventos, il faut chercher à en faire le moins possible. Pas chercher à faire au cheval, mais simplement à amener le cheval dans la décontraction. On visualise. Et le cheval, hop, il se place tout seul, comme avec Aventos. Il a fait le piafé tout seul. J'étais clairement pas en train de le contrôler. J'étais pas dans le contrôle du physique, j'étais simplement en train de lui proposer des mouvements. Et à un moment donné, il me l'a sorti tout seul. Et avec caresse, c'est pareil. En faire le moins possible. Être simplement dans la conscience, comme je vous disais en début de vidéo. Sentir le cheval respirer, le sentir bouger. Prendre le temps de ressentir tout ça, trouver le calme et ne pas chercher à forcer les choses. Et pour moi, juste être sur le cheval,
calme à l'arrêt, c'est important. Et je vois beaucoup de chevaux, dans les cours notamment que je donne, qui sont pas capables d'être dans un arrêt calme, tranquille, reine longue. Parce qu'en fait, on est toujours dans faire, demander quelque chose, et on ne part même pas de ce point de départ qui est primordial, de savoir juste s'asseoir sur son cheval, à l'arrêt, reine longue, respirer, et être tous les deux, cheval et humain, décontractés, tranquilles. Ça, c'est la base, au final, indispensable. Et c'est vraiment le point de départ le plus important, de savoir avoir son cheval à l'arrêt, calme, etc. Et regarder avec Abantos, pour le piaffe, c'était ça qu'on avait besoin. Ensuite, de savoir revenir au pas, revenir à l'arrêt, calmement après ça, sans s'énerver, dans la gestion des émotions. Et donc, voilà, ça paraît tout bête, mais simplement, si vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux commencer avec mon cheval, d'où je peux partir avec mon cheval, au niveau du travail monté, simplement, là. Savoir marcher, savoir s'arrêter avec un cheval qui se sent bien, qui est avec vous, décontracté. Et ça, c'est la base de la confiance mutuelle également. Donc voilà, de beaux progrès aussi pour Caresse. On a mis du temps pour avoir un bon galop, je vous avais dit, on a dû tout lui réapprendre. C'était vraiment une jument qui a eu beaucoup de mal à galoper. Elle avait galopé la première fois avec moi, parce qu'on avait dialogué ensemble justement. Je lui avais transmis beaucoup de joie, beaucoup de décontraction, et je lui avais dit, vas-y, tu peux y aller. Et c'est vraiment juste par cette visualisation que j'avais eu ce galop en début, je l'ai laissé faire, ce qui ne marchait pas du tout avec tous les autres qui avaient essayé avant, parce qu'ils cherchaient de nouveau à contrôler, à la pousser dans le galop, à lui faire prendre le galop, et ça n'allait jamais, elle trottait indéfiniment. Moi, j'ai juste amené des contractions joie, j'ai laissé faire, et elle a réussi. Bon, à partir de là, ça a été beaucoup de travail, comme je vous l'ai dit, beaucoup de travail en extérieur, on a dû réapprendre l'équilibre. Mais voilà, le point de départ, c'était de nouveau la bonne énergie qui nous a permis d'amorcer le galop, et une fois qu'on a ça, après il suffit de le travailler. Même si ça a pris beaucoup de temps, vous voyez le résultat maintenant, sur ces obstacles, elle est quand même beaucoup mieux au galop qu'avant. Et de nouveau, à travers tout ça, on voit que de nouveau, la technique, pour moi, c'est vraiment pas l'essentiel. C'est important, il en faut évidemment, pour pouvoir être clair, pour pouvoir être un vrai guide pour le cheval, ne pas être complètement désordonné, mais la technique n'est pas le principal. La connexion, le lien, c'est vraiment le principal et ça vient avant le dressage. Et bien voilà, sur ces beaux mots, on va clôturer la vidéo ici. J'espère que tout ça vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas à me donner tous vos retours en commentaire, notamment au niveau de ma petite suggestion, au niveau des dominos. Venez me dire en commentaire si ça vous tente. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À très bientôt. Merci.